a commencé un programme de formation des spécialistes. Il a continué à détruire des lits en 2020. Non, mais complètement. Et là, on est en 2021, il continue à en détruire. Bien sûr, Putain, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Non, mais... Ils détruisent des lits, les mecs. Je suis d'accord avec ça. Faut pas croire que le gouvernement est en train d'essayer de régler la crise. Il se sert de la crise pour devenir un pouvoir sans conteste, un pouvoir totalitaire qui a le contrôle total de la société. Ils mettent en place des applications qui vont nous surveiller jusque dans notre lit ou aux chiottes. Quoi ? Je pense qu'ils n'ont pas besoin de l'application Stop Covid, c'est ça ? Oui. Combien de personnes qui l'ont installé, je crois. Oui, Français, et le fichage politique. Et j'en reviens à mon histoire de révolte des élites et de pulsion autoritaire dans une partie des élites. C'est exactement ça qui se passe. Il y a des gens, souvenez-vous des déclarations de monsieur Le Chypre, qui hurlait de manière complètement hystérique « Ah, moi, les non-vaccinés, je suis pour qu'on aille les chercher avec 2 policiers, qu'on les emmène menottés se faire vacciner de force. » Enfin, vous voyez qu'il y a une pulsion autoritariste, hystérique, et totalitaire, et des gens se disent, après tout ce qui se passe en Chine, pourquoi pas, ça a l'air de marcher. Des gens qui aujourd'hui sont dans un mépris du peuple, qui ne se sentent plus au même niveau, qui ne se sentent plus à égalité avec les autres citoyens, et ils se disent finalement les autres, les anti-vaccins, les climato-sceptiques, les gilets jaunes, on va les dresser, on va leur apprendre la vie comme en Chine, et ça marche. Ce sont des enfants, on les infantilise, et nous sommes les experts, les technocrates. Quand même. Oui, mais la caricature, c'est simplement la représentation un peu excessive d'une réalité. Rapport d'information du Sénat écrit par des parlementaires LR et du mouvement radical. Extrait. Par Mesdames Véronique Guillotin, Christine Lavarde et Monsieur René-Paul Savary. Alors que la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, et qu'il est probable que celle-ci ne soit ni la dernière, ni la plus forte, il serait irresponsable de ne pas se saisir de telles possibilités. C'est la contrainte et le contrôle. Dans les situations de crise les plus extrêmes, les outils numériques pourraient permettre d'exercer un contrôle effectif, exhaustif et en temps réel du respect des restrictions par la population, assorti le cas échéant de sanctions dissuasives, et fondé sur une exploitation des données personnelles encore plus dérogatoire. Ces outils sont les plus efficaces, mais aussi les plus attentatoires aux libertés, mais une fois de plus, il serait irresponsable de ne pas au moins les envisager, ne serait-ce que pour se convaincre de tout faire en amont pour ne pas en arriver là. De nombreux cas d'usage sont possibles, et notamment le contrôle des déplacements, bracelet électronique pour contrôler le respect de la quarantaine, désactivation du pass pour les transports en commun, détection automatique de la plaque d'immatriculation par les radars, portique de contrôle dans les magasins, caméra thermique dans les restaurants, etc. Le contrôle de l'état de santé, via des objets connectés dont l'utilisation serait cette fois-ci obligatoire, et dont les données seraient exploitées à des fins de contrôle. Le contrôle des fréquentations, par exemple aller voir un membre vulnérable de sa famille alors que l'on est contagieux. Le contrôle des transactions, permettant par exemple d'imposer une amende automatique, de détecter un achat à caractère médical, pouvant suggérer soit une contamination, soit un acte de contrebande en période de pénurie, ou encore la poursuite illégale d'une activité professionnelle, commerce, etc., en dépit des restrictions. 1, 2, 3. Bonjour très chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez bien la voix de Portici. Alors aujourd'hui, c'est un format assez particulier, raison pour laquelle je vous demanderai d'être assez complaisant avec la qualité de cet audio qui ne sera sans doute pas optimisé, car l'actualité m'y oblige. Retenez bien la date du 22 juillet 2021, car elle est historique, mais malheureusement pas pour de bons motifs, et vous en conviendrez avec moi une fois cette vidéo terminée. Alors en ce jour du 22 juillet 2021, nous pouvons déclarer de manière tout à fait solennelle que le gouvernement a déclaré la guerre aux Français. Et je dis bien aux Français car je ne fais pas partie de ceux qui se complaisent dans la stratégie du diviser pour mieux régner d'Emmanuel Macron, emprunté au diable. Car je ne considère pas que s'attaquer à la ventricule gauche d'un cœur, par exemple, revient qu'à s'attaquer qu'à une partie de cet organe. Non, en s'attaquant aux non-vaccinés qui représentent près de 30 millions de la population française, clairement le gouvernement français déclare la guerre à sa propre population. Alors maintenant, comment nommer un tel régime ? Certains parleront de dictature sanitaire, nous sommes clairement dedans, car à partir du moment où vous avez des hurluberlus psychopathes dans des plateaux télé ou dans des hémicycles qui réfléchissent durant des heures à savoir comment ils pourraient
réprimer une énorme partie de la population. On est clairement là dans une forme de dictature, dans une forme de régime d'apartheid, au sens étymologique même du mot. Je sais que employer ce type de terme fait grincer des dents, mais il faut employer les bons mots et ne plus employer d'euphémisme. Il y a certaines personnes, vous savez, qui veulent privatiser des mots, qui veulent privatiser des verbes. Il y a par exemple un terme qui est résistant, qui fait trembler certaines personnes, car pour eux, ce terme-là n'est qu'employé que pour faire référence aux années 40. Mais je suis désolé, il y avait d'autres résistants qui résistaient à d'autres formes de tyrannie bien avant les années 40. Pareil aussi pour le terme apartheid. Avant ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce terme-là existait. Le terme apartheid n'est pas une exclusivité d'une discrimination raciale. Donc à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village et dire les choses, ne plus employer d'euphémisme, dire les mots qui font mal. La vérité fait toujours mal. Okay. Apartheid est un mot afrikaans, cette langue germanique parlée par les colons hollandais débarqués en Afrique du Sud et en Namibie au début du 19e siècle. C'est donc une langue directement dérivée de la langue néerlandaise. Mais loin de l'influence culturelle des Pays-Bas, elle dériva progressivement pour devenir une langue séparée. Apartheid, le mot signifie, on le sait, séparation, mise à part. Et l'on est tout de suite frappé par cette assonance avec le français. À part, c'est en effet le début d'apartheid, mettre à part. Et ce n'est pas un hasard, puisque le mot vient effectivement du français qu'il a donné à l'anglais et au néerlandais. Ainsi se forme le mot apart, à partir duquel fut donc forgé le mot apartheid. Quant à la dernière partie, eh bien, le heid d'apartheid, il provient du proto-germanique caedus, qui signifie honneur ou dignité. C'est un mot qui s'est progressivement transformé en suffixe jusqu'à perdre son sens originel, un suffixe qui s'ajoute généralement à un adjectif et qui génère une qualité ou un état. C'est par exemple comme le heit allemand ou le hood anglais qui correspond au thé français. Exemple, comme en français l'adjectif beau donne le mot beauté, en allemand l'adjectif schön donne le terme Schönheit. De même, l'anglais passe du mot enfant, child, à son terme général, l'enfance, childhood. Apartheid décrit donc bien ce que l'on met à part. En français, le mot aparté, au sens où nous venons de le définir, ne s'est pas formé, si bien que l'apartheid n'a pas d'équivalent, n'a pas de traduction. On peut même dire que c'est un mot français à part entière. Curieusement, la politique qui désignait le développement séparé des populations selon des critères raciaux ou ethniques dans des zones géographiques déterminées a donc une origine extrêmement mélangée, extrêmement cosmopolite. Il y a plusieurs langues qui ont contribué à le former, ce mot. On voit donc que le mot apartheid portait formellement en lui cette négation. Il a donc explosé. Il peut paraître normal que la réalité qu'il recouvre n'a pas été durable. Il fallut toutefois un homme de l'envergure de Nelson Mandela pour parvenir à le faire disparaître de la réalité politique et sociale de l'Afrique du Sud. Donc voilà, nous sommes dans un régime d'apartheid et nous avons des gouvernants psychopathes, que ce soit aussi bien dans le gouvernement français qu'au niveau de l'Union européenne, car il ne faut pas oublier que c'est une oppression qui remonte de beaucoup plus haut. Et pareil aussi, je pense aussi au forum de Davos et à cette vidéo complètement délirante de Klaus Schwab et aussi de Tedros, celui qui représente un petit peu l'OMS, qui disait tout en cœur que le monde post-Covid sera différent du monde avant le Covid. Et cela au détriment des peuples, car ils se fichent complètement du bas peuple. Nous sommes donc bel et bien dans un régime d'apartheid. Et si vous ne me croyez pas, écoutez un petit peu la déclaration d'un conseiller ministériel qui a été retranscrit par le journal Libération. Citation. « On va mettre en place un confinement de fait pour les personnes qui ne se sont pas faites vacciner en limitant l'accès à tout un tas d'endroits. Donc ça va être primauté aux vaccinés et vie de merde pour les non-vaccinés. Je répète. On va mettre en place un confinement de fait pour les personnes qui ne se sont pas faites vacciner en limitant l'accès à tout un tas d'endroits. Donc, ça va être primauté aux vaccinés et, je cite bien, vie de merde pour les non-vaccinés. Voilà ce que pense un conseiller ministériel et nous savons très bien que ce qu'il dit est partagé par une majorité de membres du gouvernement. Il n'y a qu'à regarder leur attitude ou écouter leur manière arrogante de parler. Je pense entre autres à Olivier Véran,
Véran le véreux, qui ne cesse de changer d'avis. Un coup, il dit qu'il ne veut pas faire... Il y a une vidéo là qui circule. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. Il n'est pas pour le fait de faire des tris. Et aujourd'hui, il milite pour ça, quoi. Enfin, ce mec est un malade mental. C'est un psychopathe. Pareil aussi pour... comment il s'appelle encore ? Clément Beaune. Moi, je pense que ce serait excessif et qu'on créerait une société, pour le coup, à deux vitesses, parce que même si la vaccination accélère, aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à la vaccination. On pourrait le faire à passe sanitaire, et c'est même l'idée d'ailleurs, avec un test PCR ou un test fait dans les 48 dernières heures qui pourrait permettre de rendre, par exemple, de rentrer dans une grande surface, ou que sais-je, dans un restaurant. Ouais. C'est ce que font notamment les Allemands. C'est ce que font les Allemands, ce que font les Autrichiens en Europe. Je crois que ce n'est pas la mentalité de notre pays, et j'y suis attaché moi aussi. Je pense qu'on a envie tous, là, d'être ensemble dans des protocoles stricts, avec des jauges, etc., bien sûr. Mais on n'a pas envie que, pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on ait une société à deux vitesses. Le pass sanitaire, c'est une incitation très puissante qui fait le pari de la confiance, de la responsabilité et de l'incitation. Cela créerait une société à deux vitesses. Eh bien, aujourd'hui, ce même Clément Beaune défend le pass sanitaire. Ces personnes-là sont sans âme. Ils n'ont pas d'âme. Ce sont des diables sur pattes. Ce sont des démons sur pattes. Ce sont des personnes qui n'ont aucune parole, à l'image d'Emmanuel Macron. Et ensuite, une deuxième chose s'est déroulée aujourd'hui dans l'hémicycle. Et cela a été très intéressant. C'est une initiative de Joachim Son-Forget. Mais avant de vous le relater, la plupart d'entre vous ont suivi l'interview que j'ai menée avec Rémi Tell. Et Rémi Tell, du collectif Peuple Libre, disait sa crainte de voir un passeport sanitaire être imposé pour aller voter. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Le gouvernement Macron veut empêcher les non-vaccinés d'aller au bureau de vote. C'est simple, on en est là. Et donc, je vous parlais de Joachim Son-Forget. Eh bien, ce dernier a permis justement de révéler cette intention en proposant un amendement qui allait exclure cette possibilité. Eh bien, sachez que l'Assemblée nationale a rejeté son amendement qui visait à exclure la possibilité pour le gouvernement d'inclure les bureaux de vote dans ce passeport sanitaire. Quid du vote par correspondance, quid du vote électronique. J'ai ici justement devant moi les résultats de l'audit à Maricopa County en Arizona. La sénatrice de l'État de l'Arizona, Wendy Roger, dit que ça suffit. Elle dit qu'il est temps de retirer la certification des résultats de l'élection présidentielle de 2020 de sa statistique. Selon les auditeurs électoraux du comté de Maricopa, il y a 74 243 bulletins de vote par correspondance sans aucune trace d'envoi par le comté. Là où Joe Biden a gagné avec à peu près 12 000 votes. D'accord ? Donc, les résultats des audits sont en train de prouver que le vote par correspondance, c'est juste quelque chose qu'emploient des républiques bananières. Et la France, la République en marche, semble vouloir emprunter ce chemin. Résistance, manifestation, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien. Que le Seigneur nous garde. Info du 23 juillet 2021, Nice, Estrosi va exiger un pass sanitaire pour les enfants dans les centres de loisirs dès mercredi. L'Assemblée nationale vient de rejeter un amendement de la députée Emmanuelle Ménard visant à mettre fin au pass sanitaire une fois la pandémie terminée. S'il n'y a plus besoin d'utiliser un pass sanitaire parce que nous en sommes sortis avant le 31 décembre, il n'y a aucune raison que nous le conservions, puisque je vous rappelle encore une fois qu'à chaque fois que nous avons pris des mesures de contrainte, nous les avons supprimées dès que nous avons pu, et en général, on nous a reproché d'avoir fait trop tôt.